Alors, moi, je vous écoutais il y a quelques instants, j'ai l'impression que vous le disiez, on a eu une respiration, voilà, et on aimerait bien que ça continue un petit peu, je vous ai compris. Oui, on aimerait bien que ça continue un petit peu pour vous donner quelques chiffres sur le premier week-end de déconfinement. En fait, le trafic était quand même 40% inférieur à ce qu'on a d'habitude, selon une étude de Retail Intelligence. Et en revanche, le chiffre d'affaires, lui, était de 23% inférieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, le comportement des Français, c'est de se déplacer moins. Mais lorsqu'ils se déplacent, en fait, ils se déplacent vraiment avec un but et ils vont faire ce qu'on appelle un panier moyen, c'est-à-dire un chiffre d'affaires par client un peu plus élevé, même beaucoup plus que d'habitude. Bon, donc c'est une respiration aussi de la clientèle. Voilà, c'est ça qui est exactement. C'est ce qu'il faut noter. Le deuxième élément, et c'est assez bien vu dans votre reportage, c'est qu'on voit que Noël est une période pendant laquelle le commerce s'étale un peu dans le temps. Et il va finalement, là on est en train de sortir de la période jouée. Parce que les gros week-ends de jouets sont passés. Et en effet, on va rentrer dans la période, ce qu'on appelle plutôt métier de bouche. Et plus on va avancer, plus on va aller vers les produits frais. Et là, c'est très bien vu. Et c'est pour ça que les commandes sont en baisse. Parce que le fait que les Français se préparent à ne pas se retrouver en grande famille, eh bien, quand on se retrouve en grande famille, on n'a pas que la soirée du 24, le déjeuner du 25 et le réveillon. On a bien 3-4 jours avant de fête et 3-4 jours après de fête. Et ça va peser très très lourd. Alors, je suis frappé de voir à quel point les consommateurs sont réactifs. Le soir même de la conférence de presse du président de la République, blocage à la SNCF. Bon, voilà. Là, vous nous dites, ils ont fait leurs courses, ce qu'ils le pouvaient. On fait leurs courses côté jouets pour les enfants. Voilà. Ils sont gentiment en train de s'approcher, mais ça grippe un petit peu parce qu'on se pose des questions sur les provisions de bouche et sur le chapon, le foie gras, les huîtres, etc. Donc en fait, les réactions, c'est au jour le jour. C'est vous dire la seconde. Presque. Exactement, c'est dans l'instant. Et les commerçants y répondent parce qu'on l'a vu dans tout ce débat sur le Black Friday, est-ce qu'il aura lieu le jour du Black Friday ou pas. Tout le monde a joué sa carte de commerce et ça reste quand même un gros succès sur Internet. Parenthèse, heureusement qu'il a été reporté, non? Oui, heureusement. Non, parce que c'est une décision qui a été critiquée. Oui, c'est vrai. Je sais pas, votre avis. Entre guillemets, il a quand même eu lieu pour ceux qui avaient envie un peu avant et il a eu lieu pour ceux qui voulaient le décaler au moment où ça a été décalé. Vincent Maréchal. Oui, j'ai une question. Moi, je m'interroge beaucoup sur le lissage sur la semaine des achats. Est-ce que les achats sont concentrés sur les week-ends ou est-ce qu'on observe un lissage avec une distribution dans la journée? Alors, très bonne question de Vincent Maréchal. Je vous remercie, Yves Calvi. Vous n'avez pas l'habitude, mais c'est bien quand même. Voilà. Non, mais ça c'est une vraie problématique et c'est ce qui explique le fait qu'on a aujourd'hui des comportements de commerce qui sont finalement très hétérogènes. Vous avez des commerçants, par exemple, qui se situent dans des zones, on va dire, proches de lieux de travail qui subissent vraiment des grosses pertes de chiffre d'affaires en raison du télétravail. Pourquoi? Parce que finalement les clients qui ont soit des habitudes d'achat en allant travailler ou bien en rentrant chez eux, finalement ne passent plus devant ces commerçants qui se retrouvent un peu dans des déserts de commerce. Et puis d'une part et d'autre des commerçants de centre-ville qui eux vivent des pics très importants. C'est la raison pour laquelle certains ont mis en place des logiques de rendez-vous et étalent les plages horaires au maximum parce qu'ils ont des restrictions de densité au sein du magasin. Qui s'en tire le moins mal et qui souffre le plus? Alors ceux qui s'en tirent dans le commerce de détail, je rappelle que c'est votre spécialité. Alors le commerce de détail, ceux qui s'en tirent le mieux, bien évidemment, ce sont les acteurs 100% dans le digital. Pour vous donner un chiffre, sur le premier semestre 2020, avec l'aide du premier confinement, c'est quasiment une croissance de près de 13% du e-commerce. Et il y a fort à parier que sur le deuxième semestre, ça sera encore plus significatif. On sait très bien que, par exemple, les transactions bancaires menées sur le digital ont été multipliées par 6 sur les périodes de ces 15 derniers jours. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on achète par e-commerce? Tout ce qui est déco, tout ce qui va être électroménager, ici, produits plutôt technologiques aussi. Et pas les huîtres. Et malheureusement pas les huîtres, non. En effet, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ceux qui s'en tirent bien, c'est plutôt le e-commerce. Et ceux vraiment qui vont souffrir le plus, ce sont des commerçants, je vais vous dire, par exemple, les coiffeurs. C'est un peu dur pour eux. Pourquoi? Parce que finalement, les gens ont laissé pousser leurs cheveux pendant 1 mois et demi. Ils vont faire, au lieu de faire 2 coupes, ils vont en faire une seule. Alors moi, je suis pas trop concerné par le sujet. J'ai essayé aussi, ça mais n'a pas marché trop. Mais dans le sujet, vous avez beaucoup de commerces vraiment de proximité, de centre-ville, qui sont en grande souffrance. L'habillement aussi, par exemple. L'habillement souffre. Le textile, c'est très compliqué parce que les stocks
sont très importants et chaque week-end de perte n'est jamais ou très très peu rattrapé. Et on ne vendra pas de doudoune au mois de juillet. Ah, oui, ça j'ai bien compris. Voilà. Et, oui, ce qui est perdu est perdu. Et oui, problème, oui. C'est ce qui est perdu, ce qui est perdu. Et il y a fort à parier aussi que le fait qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir ces grandes fêtes de famille, eh bien, vous savez, la distribution de fameux cadeaux qu'on se fait les uns aux autres, elle va être moins importante, donc on va acheter moins de cadeaux dans la parfumerie, dans l'habillement, dans la déco, dans tous ces produits d'accessoires finalement. Oui, on va se faire un peu moins de cadeaux. Et est-ce que les Français font des choix? Je veux dire, par exemple, plutôt que de prendre du champagne, on va prendre du vin blanc. Enfin, est-ce qu'on va des mesures prises en fonction de l'idée qu'on se fait de ce que seront ou non les fêtes? Alors vous savez, notamment sur la nourriture. Vous savez qu'un des éléments qui guide le commerce, et en particulier ces périodes-là, c'est le moral. C'est-à-dire quand vous avez bon moral, vous avez envie de faire la fête et vous avez envie de sortir chez vous et vous avez envie de vous faire plaisir. Bien là, le moral est quand même, on l'a dit, la conférence de presse de Jérôme Salomon était un peu compliquée, c'est un peu un coup de massue, et donc le moral n'est pas bon, donc il y a fort à parier qu'on va descendre un peu en festivité. Et c'est toujours aussi réactif, c'est-à-dire que c'est immédiat. Si Jérôme Salomon fait la gueule, ça a des conséquences. Et s'il arrive avec un sourire jusque-là, tout le monde va sentir. Dans l'instant. Et on l'a bien vu, parce que vous avez pu constater que, d'ailleurs, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays du monde, les petites parenthèses de déconfinement, c'est des croissances de chiffre d'affaires. Vous savez, à la suite du mois de mai, même les commerçants ne s'attendaient pas à rattraper autant de chiffre d'affaires en si peu de temps. Pourquoi? Parce que les Français ont besoin d'être libérés de cette affaire. C'est dommage que Patrick Sébastien n'ait pas fait médecine, parce que ça aurait été quand même un meilleur pour les fêtes de l'année. Non, je voulais simplement revenir sur le problème des huîtres. Je ne sais pas si je vais confier à ma santé. Non, mais je voulais revenir sur les huîtres. C'est incompréhensible, les huîtres. Parce que les huîtres, les poissonneries sont ouvertes, ils ont des huîtres. Les huîtres, ça peut se manger n'importe quand, si on en a les moyens. Et surtout, c'est un excellent aliment santé. J'insiste là-dessus. Alors si le bon docteur mais bien nous dit manger des huîtres... Bien sûr, manger des huîtres. Manger des huîtres. Mais je ne vois pas pourquoi. On peut comprendre qu'il y a plein de magasins qui sont fermés ça. Mais enfin, moi, j'ai vu toutes les poissonneries ouvertes. Toutes les poissonneries ont des huîtres. Je confirme. Là, le problème, ça serait donc uniquement une question de morale. Je soupçonne même les bistrots de mettre quelques paniers d'huîtres devant chez eux pour pouvoir, du coup, vous savez que vendre un peu de bibine à côté, comment on explique de bière. Comment on explique que les producteurs aillent mal? Ça, c'est plus. Juste pour vous donner quand même un élément, c'est qu'il ne faut pas lire exclusivement à la lecture de la consommation qui est liée à la consommation individuelle. En fait, la restauration dans les métiers, particulièrement des filières, des métiers de la mer, pèse énormément. Tout ce qui est filière marée est particulièrement impacté par la fermeture des restaurants. Les Français mangent du poisson, mais souvent, c'est au restaurant. C'est au restaurant que ça se passe. Et voilà. Il y a autre chose qui vous frappe en ce moment dans la situation? Oui, ce qui me marque, c'est cette absence de rationalité. Je veux juste faire appel à une étude que je peux partager avec vous, mais vous avez sans doute vu. Aux États-Unis, vous savez qu'ils ont fait une énorme étude. Ils ont étudié les lieux de contamination. Donc, ils ont analysé 98 millions de personnes et ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait des lieux qui étaient super contaminants. Typiquement, malheureusement pour nos amis restaurateurs, finalement, le restaurant est le premier lieu, restaurant fermé, j'insiste bien, qui est super contaminateur puisqu'il est 4 fois plus contaminant que le deuxième, qui sont les salles de sport, et ainsi on descend. Je veux juste préciser au gouvernement que nos amis commerçants dans cette étude arrivent à partir de la 8e ou la 10e place. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut arriver quand même à jauger les mesures en fonction de ces éléments de rationalité. Alors, comme on parle toujours de cette étude, on peut se demander pourquoi on n'a pas fait la même en France. C'est pas si compliqué que ça. Merci. Alors que tout le monde décrit que cette étude n'est pas une bonne étude, qui n'a rien à voir avec la France. Enfin, il n'y a pas un scientifique maintenant qui prend cette étude au sérieux, il faut le savoir. Mais comme c'est la seule étude, elle ressort sans arrêt. Alors il faut la faire. Mais bien sûr qu'il faudrait la faire. Il y a plein de gens qui font des études pour savoir des trucs qui ne servent pas à grand-chose. Ça, c'est quelque chose qui serait important de faire le plus rapidement possible. On a beaucoup d'épidémiologistes dans ce pays. On les entend tous parler. Oui. Rodolphe Bonin. Cette étude délivre quand même le fait qu'il y a 2 facteurs. 1, la densité, et 2, la durée. Et on sait que c'est vraiment des facteurs qui marchent. C'est pour ça que le niveau de revenu qu'on a tendance à oublier, qui est un des paramètres importants de cette étude. Qui montre que les pauvres ont besoin de sortir chez eux. Il y a moins de télétravail et donc ils se contaminent aussi plus. Voilà.